Taekei en a gros sur la patate. Déjà condamné à 55 ans de prison en 2019 pour un meurtre, il se voit aujourd'hui infliger une peine supplémentaire de 80 ans pour l'assassinat de Mark Saldivar. Et comme si cela ne suffisait pas, Internet affirme que ce qui a vraiment scellé l'affaire, ce sont des images de vidéosurveillance accablantes. Eh bien, ces images viennent de fuiter, et dans cette vidéo, nous décortiquons tout. Mais d'abord, revenons au point de départ. De la jeunesse en difficulté à la légende de la rue. Les événements du 23 avril 2017 ont commencé lorsque Saldivar a été approché par Taekei pour ce qui était censé être une séance photo. Cet arrangement commercial apparemment légitime allait devenir mortel. Ce jour-là, Taekei, ainsi que ses homies, notamment Jalen Treshon-Bell et Johanna Reyes, ont ramassé Saldivar pour ce qui était censé être une séance photo. Reyes, qui est devenu par la suite un témoin clé, certains diraient une balance, a déclaré qu'elle avait contacté Saldivar par le biais du Gram à la demande de Taekei. L'escouade roulait à bord d'une voiture noire lorsque, selon les déclarations des témoins, Taekei aurait mis le feu à Saldivar à un feu rouge, exigeant son sac à dos contenant du matériel photographique. Lorsque Saldivar n'a pas essayé de donner ses affaires, les choses sont devenues physiques d'une manière qui s'est terminée tragiquement. Des témoins ont déclaré avoir vu Saldivar crier à l'aide et essayer de rebondir. À un moment donné, il s'est accroché au fouet et a donné un coup de pied dans le pare-brise avant de recevoir une balle. Son corps a été retrouvé plus tard dans un parking de Chick-fil-A, près du North Star Mall, blessé par balle, avec de l'herbe dans la bouche et un sac sous lui. Le procureur a ensuite affirmé que Taekei était le tireur et qu'il avait l'intention de voler Saldivar. Les images de surveillance et les déclarations des témoins ont confirmé cette thèse. Après la fusillade, Taekei et son équipe ont quitté les lieux, abandonnant le fouet et s'enfuyant avec un autre conducteur. Saldivar est mort, son potentiel ayant été réduit à néant. Qui est vraiment Taekei? Né le 16 juin 2000, Taymor Travon McIntyre s'est fait connaître sous le nom de rappeur Taekei en explosant avec son banger de 2017, The Race. Mais son histoire commence bien avant qu'il ne touche le micro, dans une enfance qui n'était pas difficile, avec une exposition folle aux éléments de la rue dès le premier jour. L'éducation de Taekei n'a été que lutte. D'après les déclarations de sa sœur, Kayla Beverly, lors de son procès pour meurtre en 2025, Taekei a subi de graves sévices pendant son enfance. Elle a déclaré au tribunal que leur père utilisait un morceau de bois de 2x4 pour les battre et qu'il avait même attaché le jeune Taekei à une planche à repasser pendant les punitions. Ce type de traumatisme frappe différemment et peut conduire un jeune mâle à s'insensibiliser à la violence. L'instabilité est une réalité. Alors qu'il n'avait que 5 ans, Taekei et sa sœur de 7 ans ont été placés dans le système après que la CPS les a arrachés à la garde de leur mère. Ils sont restés dans un orphelinat avant d'atterrir dans une famille d'accueil à Vegas. Sans ogive solide dans sa vie pendant ses années de formation, un jeune est follement susceptible de se laisser entraîner par la mauvaise foule plus tard. Ce qui a vraiment façonné le jeune Taekei, c'est qu'il a grandi au milieu de la culture des gangs. Son père, Kevin Beverly, travaillait avec les Crips à Long Beach et a été enfermé pendant les premières années de Taekei. Sa mère aurait également été affiliée aux Crips, ce qui signifie que dès son entrée dans la rue, Taekei a été confronté à un mode de vie où le travail et l'arnaque étaient la norme. Lorsque Taekei avait environ 10 ans, sa famille a déménagé dans la région de Dallas-Fort Worth, s'installant à Arlington, au Texas. Après la sortie de son père, la famille aurait essayé de trouver un meilleur environnement. Mais l'activité de Taekei dans la rue, plus tard, montre qu'il s'est laissé entraîner dans le piège local en dépit de ses efforts. Comme beaucoup de jeunes en difficulté, Taekei a fait un choix de vie important lorsqu'il a quitté le lycée pendant sa première année d'études. Au lieu de poursuivre ses études, il s'est lancé dans la musique avec un groupe appelé les Daytona Boys. Bien que cela ait pu être une démarche positive pour augmenter son pain, cela a pu aussi le rapprocher davantage de ses pairs, qui étaient dans la même situation que lui. Il est essentiel de comprendre que Taekei ne s'est pas réveillé un jour et n'a pas choisi la violence. Il a glissé progressivement dans la rue. En janvier 2016, alors qu'il n'avait que 15 ans, Taekei était déjà cité comme témoin d'une chute de corps dans la région de Dallas-Fort Worth, qui a entraîné la condamnation de l'un de ses homies, Daytona Boys. Bien qu'il n'ait pas été inculpé pour cet incident, il a marqué ses premiers liens avec l'activité de la rue. Le véritable tournant dans l'histoire de Taekei a eu lieu en juillet 2016. À 16 ans, il a été impliqué dans un cambriolage qui a mal tourné à Mansfield, au Texas. Il s'agissait de Zachary Belote, 19 ans, que Taekei et 6 complices avaient l'intention de cambrioler pour récupérer de la drogue et de l'argent. Lors de cette tentative de vol, Ethan Walker, 21 ans, a reçu une balle dans l'estomac après avoir dit qu'il n'avait pas de travail ou de pain à donner. Walker n'a pas survécu.
Bien que Taike n'ait pas été l'élément déclencheur dans cette situation, il a été inculpé de meurtre pour son rôle dans le braquage. Au Texas, si quelqu'un est tué au cours d'un autre crime, comme un vol, toutes les personnes impliquées peuvent être condamnées, quel que soit l'auteur du crime. Après avoir été arrêté, Taike a d'abord été assigné à résidence et a dû porter un bracelet électronique. C'est ici que l'histoire de Taike devient vraiment sauvage. Alors qu'il attendait une audience pour déterminer s'il serait jugé comme un adulte pour l'affaire de Mansfield en 2016, Taike a pris la décision imprudente de couper son bracelet électronique le 26 mars 2017 et de se libérer de son assignation à résidence. Il s'en est même pris à la police sur Twitter en postant « FKD house arrest shit fuck, 12 il didn't have to catch me on hood », tout en révélant au monde qu'il était en fuite. Cette période de fugue de 3 mois définira l'image de Taike et, ironiquement, lancera sa carrière musicale. C'est pendant cette période de cavale qu'il a enregistré le morceau qui l'a rendu célèbre, The Race. Tout en évitant la loi, Taike n'a pas fait profil bas. Au contraire, il aurait continué à travailler. Le 25 mai 2017, il aurait arrêté Owney Skip Pepe, 65 ans, à Cravens Park, Arlington, Texas. Selon le procès que Pepe et sa femme ont intenté, Taike a collé un brûleur sur le dôme de Pepe, l'a battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance et l'a laissé avec de multiples os cassés et une hémorragie cérébrale. Pepe a ensuite identifié Taike lors d'une séance de photos, ce qui a donné lieu à une inculpation pour coups et blessures et à un procès civil. Mais le crime le plus grave que Taike aurait commis pendant sa cavale, et qui fait l'objet de notre article aujourd'hui, s'est déroulé le 23 avril 2017 à San Antonio, au Texas. C'est là que les chemins de Taike et du photographe Marc-Anthony Saldivar, âgé de 23 ans, se sont croisés, avec les conséquences fatales que nous avons évoquées plus haut. Contrairement à Taike, Marc-Anthony Saldivar n'était pas un personnage public ou une célébrité de la rue. C'était un photographe de 23 ans, originaire de San Antonio, qui s'efforçait de développer son art. De la vie générale, c'était un homme ordinaire avec, comme sa famille l'a décrit plus tard, des rêves, des ambitions, des aspirations et des objectifs qui ont été interrompus de la pire des façons. À la suite de cet incident, Taike s'est fait prendre et a été jugé, ce dont nous parlerons bientôt. Avant de poursuivre, il convient de se demander comment un jeune de 16 ans peut se retrouver au milieu d'une activité de rue aussi importante. La jeunesse et l'impulsivité de Taike ont certainement joué un rôle majeur dans ses actes. À 16-17 ans, lorsqu'il a commis ses crimes majeurs, il était à un âge où réfléchir avant d'agir et comprendre les conséquences à long terme n'est pas complètement développé. Ces facteurs, combinés à l'absence d'OG positif lui montrant la voie et à la pression de ses pairs, ont probablement amplifié sa tendance à adopter un comportement risqué et violent. De plus, le traumatisme de son enfance abusive, son passage dans le système judiciaire et son exposition à la vie des gangs ont probablement créé un état d'esprit de survie où la violence aurait pu apparaître comme un moyen d'obtenir le respect ou le contrôle dans des situations dangereuses. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les facteurs socio-économiques. Le fait d'avoir grandi dans un environnement instable, à faible revenu, avec des ressources ou un encadrement limité, a pu limiter les options de Taike, le poussant à vivre dans la rue comme une voie perçue comme un moyen d'accéder à un statut ou de survivre. Examinons la capture de Taike, l'abandon de The Race et la façon dont sa carrière musicale a paradoxalement explosé, alors même qu'il faisait l'objet de graves accusations pour ses crimes présumés. Explosé pendant le confinement. Le 30 juin 2017, après 3 mois passés à échapper à la loi, la cavale de Taike a pris fin lorsque les US Marshals l'ont rattrapé à Elizabeth, dans le New Jersey. Mais dans un rebondissement qui allait définir sa carrière et son image publique, le jour même où ils l'ont attrapé, son titre, The Race, est sorti. The Race n'était pas une simple chanson. C'était en fait l'autobiographie de Taike sur sa vie de fugitif, avec des mesures qui détaillaient ses activités criminelles et la façon dont il esquivait le 12. Le clip dans lequel Taike s'exhibe avec son propre avis de recherche est en fait une dénonciation de lui-même, mais transformée en art. Ce qui est fou, c'est qu'en dépit, ou peut-être à cause de son enfermement, la chanson est devenue stupidement virale. Elle a débuté à la 70e place du Billboard Hot 100 et a ensuite atteint la 44e place. La vidéo a été visionnée des millions de fois et la chanson a été cosignée par de grands noms comme Travis Scott et Lil Bibi pour atteindre plus de 251 millions de vues. Cela a créé une situation explosive. Alors que Taike était condamné à une lourde peine pour des crimes violents, son influence dans le monde de la musique montait en flèche. Le hashtag #FreeTaike a commencé à circuler, les fans réclamant sa libération malgré les lourdes charges qui pesaient sur lui. Alors que le public se concentrait sur la musique et la notoriété croissante de Taike, le système s'apprêtait à lui demander des comptes. Le 30 août 2017, un juge a décidé que Taike, alors âgé de 17 ans,
serait jugé en tant qu'adulte dans l'affaire du meurtre mortel de Mansfield en 2016. Le juge a souligné l'âge de Taike et le fait que le tribunal pour enfants allait bientôt perdre sa compétence à son égard. Puis, le 3 octobre 2017, les autorités ont ajouté une accusation de meurtre capital pour la fusillade de Mark Saldivar à San Antonio en avril 2017. La police a déclaré que Taike était dans le fouet lors de l'incident, avec des images de surveillance à l'appui. Sa caution a été fixée à 500 000 $ avant d'être révoquée en février 2018. Pendant que Taike attendait son procès dans le comté, les familles de ses victimes présumées ont commencé à chercher à obtenir justice par le biais de poursuites civiles. En juin 2018, la famille de Saldivar a intenté un procès pour mort injustifiée contre Taike, essayant d'obtenir plus d'1 million de dollars de dommages-intérêts. La plainte affirme que Taike a intentionnellement et sciemment tué Saldivar. Le mois suivant, en juillet 2018, la famille d'Ethan Walker et Zachary Beloit ont poursuivi Taike, son ancien manager, et les labels 88 Classic et RCA Records. Ils essayaient d'obtenir une part des bénéfices de sa musique après la mort de Walker et les blessures de Beloit, arguant que Taike et les labels ne devraient pas être payés pour une musique qui glorifie les crimes mêmes qui ont porté atteinte à leur personne. Et en mai 2019, Skip Pepe et sa femme ont intenté un procès pour l'agression d'Arlington, invoquant des blessures graves et demandant un sac pour l'attaque que Taike aurait commise alors qu'il était en fuite. Ces poursuites civiles ont mis en lumière un aspect trouble de l'ascension de Taike. Le succès de The Race et de ses autres titres était directement lié aux crimes violents dont il était accusé. En fait, Taike avait transformé ses actes criminels présumés en une image commercialisable, ce qui soulevait des questions difficiles sur l'éthique de la consommation et de la rémunération d'un art qui glorifie la violence réelle. En juillet 2019, Taike a été jugé pour le meurtre d'Ethan Walker, commis en 2016 à Mansfield lors d'un cambriolage. Sa défense a tenté de dire qu'il n'était pas le tireur et qu'il ne savait pas que quelqu'un allait être bodybuildé, soulignant que le plan était juste de frapper une lèche, pas d'attraper un corps. Mais les procureurs ont souligné son rôle dans le recrutement de l'équipe et le fait qu'il savait que les choses pouvaient devenir violentes. Ce qui est fou, c'est que les procureurs ont utilisé The Race comme preuve pendant le procès, arguant que les paroles et la vidéo montraient que Taike n'avait aucun remords et qu'il essayait de se faire payer pour ses crimes. Le 19 juillet 2019, Taike a été reconnu coupable de meurtre et de 3 chefs d'accusation de vol aggravés liés à l'invasion de domicile de Mansfield. Le 23 juillet 2019, il a écopé de 55 ans de prison pour meurtre et d'une peine supplémentaire pour les accusations de vol à purger simultanément. À tout juste 19 ans, Taike risquait de passer la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Et ce n'était que pour le premier corps, il devait encore être jugé pour l'affaire Saldivar. Alors que la carrière musicale de Taike a d'abord décollé malgré ou à cause de ses accusations criminelles, sa condamnation et sa longue peine semblaient marquer la fin de son parcours. Cependant, l'impact de The Race et son influence sur la culture ne se sont pas arrêtés avec l'emprisonnement de Taike. La chanson a continué à être diffusée des millions de fois et son influence sur le drill a été considérable. La chanson a continué à être diffusée des millions de fois et son influence sur la musique de drill est restée forte. Il convient de prendre une seconde pour replacer le cas de Taike dans le contexte plus large de la violence dans le hip-hop. Si le hip-hop est souvent accusé d'être intrinsèquement violent, la réalité est plus complexe. De nombreux rappeurs viennent de milieux où la violence est le moyen de survivre et leur musique raconte ces vérités. Des experts comme Helen Richardson soulignent que la violence dans le hip-hop reflète souvent des problèmes sociétaux plus larges, notamment le racisme systémique, la pauvreté et le manque d'opportunités dans le quartier. Le genre sert souvent de miroir à ce qui se passe réellement, les artistes s'exprimant sur les luttes de leur communauté. Des études réalisées au milieu des années 2010 ont révélé que les meurtres représentent environ la moitié des décès de musiciens hip-hop, les artistes étant confrontés à un taux d'homicide 5 à 32 fois supérieur à celui des autres genres. L'âge moyen du décès est de 25 à 30 ans, souvent lié à des liens avec des gangs, à la consommation de drogue ou à des difficultés socio-économiques. La situation de Taike est particulière en raison du lien direct entre ses crimes et sa musique, ainsi que de son jeune âge lorsqu'il a commis ces graves délits. Son histoire illustre la relation complexe entre l'art, le crime et l'influence dans la culture hip-hop d'aujourd'hui. Alors que Taike était en prison après sa première condamnation pour meurtre, on préparait son procès dans l'affaire Saldivar. En février 2024, Taike a rejeté un accord de plaidoyer dans l'affaire Saldivar, choisissant d'aller jusqu'au procès. Cette décision s'avérera lourde de conséquences,
car elle signifie qu'il remet son sort entre les mains d'un jury plutôt que d'accepter un résultat prédéterminé dans le cadre d'une négociation de plaidoyer. Finalement, en avril 2025, le procès a eu lieu dans le comté de Bexar, sous la présidence de la juge Stephanie Boyd. Ce procès déterminera si Taike sera condamné pour un second meurtre, ce qui pourrait alourdir sa peine déjà longue. Le dossier de l'accusation repose en grande partie sur les dépositions de témoins clés, dont Johanna Reyes, qui a admis avoir conduit le fouet le jour de la fusillade. Reyes avait accepté un accord pour une mise à l'épreuve de 10 ans sur une accusation de falsification de preuves et avait pointé du doigt Taike comme étant le tireur, bien que la défense ait mis en doute sa crédibilité en raison de cet accord. De son côté, la défense a fait valoir que l'enquête de la police avait été entachée d'irrégularités et qu'elle s'était appuyée sur des témoins peu fiables. Elle a également insisté sur le fait que la jeunesse de Taike et ses antécédents difficiles, notamment les traumatismes subis pendant l'enfance et un cerveau encore en développement, étaient des facteurs à prendre en compte. Examinons maintenant l'issue de ce procès et ce que l'affaire Taike nous apprend sur la criminalité juvénile, la responsabilité et l'impact d'une éducation perturbée sur le comportement. Le verdict et les suites. Taike purge déjà une peine de 55 ans pour le meurtre d'Ethan Walker en 2016. À l'issue d'un procès de 2 semaines, en avril 2025, le jury de l'affaire Saldivar a déclaré Taike non coupable d'homicide volontaire, mais coupable du chef d'accusation moins grave de meurtre. Ce verdict lui a permis d'éviter une condamnation automatique à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, qui aurait été obligatoire s'il avait été reconnu coupable de meurtre. Après ce verdict, le procès est passé à la phase de punition, au cours de laquelle les deux parties ont présenté des preuves sur la peine que Taike devrait encourir. L'accusation a insisté sur la brutalité du crime et sur le comportement violent habituel de Taike, tandis que la défense a continué à mettre l'accent sur son éducation difficile et sur son jeune âge au moment des faits. Après 4 heures de délibération, le jury a condamné Taike à 80 ans de prison pour le meurtre de Saldivar. Cette peine est concomitante à la peine de 55 ans qu'il encourt pour le meurtre de 2016, ce qui porte sa durée de détention de 55 à 80 ans. En vertu de la loi texane, il pourra éventuellement bénéficier d'une libération conditionnelle, mais pas avant plusieurs dizaines d'années. Lors de la condamnation, le juge Boyd s'est adressé directement à Taike en lui disant « Tu es encore en vie, tu peux encore t'améliorer », tout en soulignant que la mort de Saldivar était définitive. Ce commentaire a mis en lumière la dure réalité. Alors que Taike pourrait un jour avoir une chance de retrouver la liberté, la vie de Saldivar a été définitivement interrompue à 23 ans seulement. Après la condamnation, le procureur du comté de Bexar, Joe Gonzalez, a déclaré « Cette condamnation prouve que la responsabilité ne connaît pas de statut social, soulignant que la célébrité ou le succès dans la musique ne vous met pas à l'abri des conséquences de vos actes. » Avec cette deuxième condamnation et cette longue peine, Taike, âgé de 25 ans seulement, risquait de passer la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Son ascension fulgurante dans The Race et ses ennuis judiciaires ultérieurs montrent à quel point la situation d'un jeune peut basculer rapidement, surtout lorsqu'il fait des choix destructeurs. Mais qu'est-ce que l'histoire de Taike nous apprend sur les questions plus vastes de la criminalité juvénile, de la relation entre l'industrie musicale et la violence, et de la relation complexe entre l'art et la vie réelle? Tout d'abord, parlons de la criminalité juvénile et de la responsabilité. Taike a commis ses crimes les plus graves, les meurtres d'Ethan Walker et de Mark Saldivar, alors qu'il n'avait que 16 et 17 ans. Dans les deux cas, sa défense a mis l'accent sur son jeune âge, son passé difficile et son cerveau encore en développement comme autant de facteurs à prendre en compte. Cela soulève d'importantes questions sur la manière dont la société devrait tenir les jeunes délinquants responsables de crimes graves, tout en reconnaissant les réalités du développement de l'adolescent. Les recherches montrent régulièrement que le cerveau humain, en particulier le cortex préfrontal responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions, n'est pas complètement cuit avant le milieu de la vingtaine. Ce fait biologique n'excuse pas les comportements violents, mais aide à expliquer pourquoi les adolescents peuvent faire des choix impulsifs et destructeurs sans en comprendre pleinement les conséquences à long terme. Dans le même temps, la gravité des crimes commis par Taike, en particulier le fait d'avoir ôté la vie à 2 personnes, exige qu'il rende compte de ses actes. Dans les deux cas, les jurys ont trouvé un équilibre entre ces considérations, en le déclarant coupable mais en évitant les peines les plus sévères possibles, comme la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou la peine de mort, qui aurait pu être prononcée s'il avait été un peu plus âgé. Ensuite, examinons la relation complexe de l'industrie musicale avec la violence, en particulier dans le hip-hop. Le cas de Taike est inhabituel, car son plus grand succès, The Race, relatait directement sa période de fugitif. La chanson et la vidéo n'étaient pas de simples expressions artistiques, mais de véritables documents sur ses activités criminelles.
Cela soulève des questions éthiques quant à la volonté de l'industrie de se faire payer et de promouvoir des contenus qui glorifient la violence réelle. Alors que les labels peuvent prétendre qu'ils ne font que distribuer des œuvres d'art qui reflètent des réalités sociales, des cas comme celui de Taike remettent en cause cette affirmation en brouillant la frontière entre l'expression artistique et l'aveu criminel. Il convient de noter que l'utilisation des paroles de rap comme preuve devant les tribunaux, comme cela a été le cas pour Taike, reste controversée. Les critiques soutiennent que cette pratique cible injustement les rappeurs, en traitant leurs œuvres comme des confessions littérales plutôt que comme des récits créatifs. Toutefois, dans le cas de Taike, le lien entre ses paroles et son comportement criminel réel était inhabituellement direct et explicite. L'affaire met également en lumière la manière dont les médias sociaux ont amplifié les conflits et les comportements dangereux dans le milieu du hip-hop. Taike a annoncé sa décision de couper son moniteur et de s'enfuir sur Twitter et a gagné en notoriété grâce aux plateformes en ligne qui ont permis à sa musique de se répandre largement, même lorsqu'il était enfermé. Cette dimension numérique du hip-hop d'aujourd'hui peut accélérer à la fois les carrières artistiques et les comportements dangereux. Un autre aspect qui mérite d'être pris en compte est la manière dont l'histoire de Taike reflète des problèmes systémiques plus larges. Si la responsabilité individuelle reste essentielle pour comprendre ces crimes, son parcours d'enfant maltraité, de famille d'accueil à délinquants violents, montre également l'échec des différents systèmes sociaux, protection de l'enfance, éducation, justice des mineurs, à intervenir efficacement pour aider un jeune en difficulté. Il ne s'agit pas d'excuser les actes de Taike, mais de reconnaître que ces crimes n'ont pas été commis dans le vide. Ils résultent de choix individuels effectués dans le contexte de traumatismes personnels, de défis systémiques et de pressions environnementales. Pour lutter efficacement contre la violence des jeunes, il faut tenir compte de cette complexité et ne pas se contenter de punir après coup. Le plus tragique est peut-être que la notoriété de Taike a souvent éclipsé le souvenir de ses victimes. L'histoire de Mark Saldivar a été particulièrement éclipsée par la notoriété de Taike. Les rapports soulignent qu'il n'était qu'un travailleur dont la vie a été interrompue. Ce qui incite à se souvenir de son humanité plutôt que du rôle qu'il a joué dans le casier judiciaire de Taike. Ce déséquilibre dans l'attention du public reflète une tendance troublante à se concentrer sur les auteurs de violence plutôt que sur leurs victimes, en particulier lorsque ces auteurs atteignent un certain degré de célébrité ou de notoriété. Il est important de se rappeler que derrière chaque gros titre sur les crimes de Taike, il y a de vraies victimes dont la vie a été bouleversée ou a pris fin à cause de ces actes. Quant à Taike lui-même, son avenir reste incertain. À 25 ans, avec des peines totalisant 80 ans, il risque de passer la majeure partie de sa vie en prison, si ce n'est la totalité. Il pourra éventuellement bénéficier d'une libération conditionnelle, mais le Texas ne joue pas le jeu lorsqu'il s'agit de libérer des personnes condamnées pour des crimes violents, en particulier des meurtres. En 2023, Taike a exprimé ses regrets dans une note, affirmant qu'il voulait inspirer les jeunes artistes de manière positive malgré les circonstances. Il est difficile de dire s'il s'agit d'un véritable remords ou d'une simple tentative de remodeler son image publique. Quoi qu'il en soit, ses options juridiques pour contester ces condamnations semblent limitées à ce stade. Les partisans de Taike, dont sa sœur, ont affirmé qu'il avait été traité injustement par rapport à d'autres, en soulignant les disparités raciales dans les condamnations. Si les inégalités raciales dans le système judiciaire sont bien documentées, la gravité des crimes commis par Taike et les preuves retenues contre lui font qu'il est difficile d'affirmer que ces peines étaient disproportionnées par rapport à des cas similaires. Au terme de notre examen de l'histoire de Taike, il convient de réfléchir à ce qu'elle nous apprend sur l'intersection de la jeunesse, de la violence, de la célébrité et de la responsabilité dans l'Amérique d'aujourd'hui. Son parcours, d'enfant maltraité à rappeur célèbre, puis à meurtrier condamné, met en lumière de nombreuses tensions dans notre société. Entre l'expression artistique et le comportement criminel, entre l'impulsivité juvénile et les conséquences permanentes, entre la responsabilité individuelle et l'échec systémique. Il n'y a pas de réponse facile, pas de morale claire à tirer de cette histoire troublante. Ce qui est clair, c'est que le coût est énorme. 2 vies perdues, d'autres endommagées à jamais, et un jeune homme au talent évident qui risque maintenant de passer des décennies derrière les barreaux. Les répercussions s'étendent aux familles, aux communautés et aux débats culturels plus larges sur la violence dans le hip-hop. L'enseignement le plus précieux est peut-être l'importance d'une intervention précoce auprès des jeunes en difficulté. Au moment où Taike coupait son moniteur et enregistrait The Race, de nombreuses occasions d'intervenir efficacement avaient déjà été manquées. Son histoire montre à quel point la vie d'un jeune peut rapidement échapper à tout contrôle lorsqu'un traumatisme, des pressions environnementales et une mauvaise prise de décision se conjuguent.
Pour l'industrie musicale, le cas de Taike soulève des questions gênantes sur l'éthique de la rentabilité d'un art qui non seulement dépeint, mais célèbre activement la violence réelle. Si l'expression créative doit généralement être protégée, il existe une différence significative entre l'exploration artistique de thèmes difficiles et la glorification directe de crimes réels avec de vraies victimes. Pour la société en général, l'histoire de Taike nous incite à réfléchir plus profondément à la manière dont nous concilions la responsabilité et la réinsertion, en particulier pour les jeunes délinquants. Elle nous rappelle également qu'il faut mettre l'accent sur l'expérience et l'humanité des victimes, qui deviennent trop souvent des notes de bas de page dans des récits dominés par des auteurs plus notoires. L'histoire de Taike et Marc Saldivar est en fin de compte une tragédie sans vainqueur, seulement des pertes de différents types et degrés. Elle n'offre pas de leçons simples, mais nous invite plutôt à nous débattre avec des questions complexes sur la jeunesse, la violence, l'art et la justice dans l'Amérique d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.